Effectivement, le titre est un petit peu provocateur parce qu'en fait, catastrophe, c'est terrible, une catastrophe, indolore, ça paraît un peu bizarre comme truc. Mais moi, j'ai mis ça parce que c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Je ne savais pas que c'était une catastrophe. Par exemple, à Languidic, parce qu'on va voir Languidic un petit peu. Languidic, ça c'est le centre. On va passer vite sur les premières photos. Hein. Il y a l'église au centre et puis il y a la chapelle. Moi j'habitais tout près de la chapelle là. Et je pourrais dire comme ça à louche, mais il y avait au moins 60% des gens qui parlaient breton. Hein. Il dit qu'à cette époque-là, moi je suis né en 1948, donc j'étais à peu près conscient quand j'avais 5 ans, on va dire. Je me rappelle, je parlais breton partout, pratiquement, à l'économique, etc., etc. Et puis voilà, puis le breton, c'était un truc de vieux, quoi. Les grands-parents, j'avais 2 grands-mères qui parlaient pas breton, qui parlaient pas français, je veux dire. Et ben, on faisait comme ça, quand on se débrouillait, on faisait des gestes, tambara, on arrivait à dire des trucs quand même. Et voilà, et ce n'est que lorsque j'étais instituteur à l'école normale de Vannes, on aurait pu avoir un déclic à ce moment-là. On était 30 dans la promotion. J'ai su après qu'il y en avait 10 qui parlaient breton. 10 sur 30. Mais personne, jamais, ni les profs, ni rien du tout, ni les élèves, n'ont versé dans cette affaire-là. On aurait pu démarrer beaucoup plus tôt, il serait passé peut-être des choses. Il y a même un lecteur on appelait ça un lecteur d'anglais qui venait d'Écosse, avec son kilt et tout, il nous disait « Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Vous êtes en Bretagne, vous ne connaissez pas le breton, vous savez pas les danses bretonnes. » On avait fait un club de danse, on n'avait pas appris. Ça m'est passé au-dessus, j'avais appris à jouer du biniou, tout ça. Quand je suis sorti de l'école normale, bon, le biniou... Et je vais vous dire comment je suis tombé dans la soupe. Un jour, j'étais à l'école de Saint-Jean-Brévelay, je discute après une réunion de l'amicale laïque, et on était au café, bien sûr, pour boire un coup, et j'avais en face de moi le frère de Paul Caïnec qui avait écrit une pièce de théâtre en français sur la révolte des bonnets rouges. Ce gars-là s'appelait André Caïnec, prof d'anglais à Saint-Jean-Brévelay, et j'avais ses élèves en classe, ses enfants en classe, pardon. Et il me dit comme ça, tu te rends compte, il y a une bière de chaque côté, hein. Tu te rends compte, quand j'étais petit, je ne pouvais pas parler avec mes grands-parents, ils parlaient que breton, moi je parlais que français. Tu trouves ça normal? Non, c'est pas normal. Moi aussi, c'était comme ça que j'avais vécu les choses, je ne pouvais pas leur parler à mes grands-parents. Le lendemain, je suis allé acheter une méthode de breton illuminé, méthode pas du Valtais, hein. Je suis tombé sur un bouquin, le premier qu'on m'a présenté c'était du Léon, donc c'est l'extrême bas. Et ça fait rien, on a fait 16 leçons avec Brigitte comme ça, puis après on a fait un stage en immersion, on ne connaissais pas encore le mot chez mes grands-parents. J'ai mis Brigitte avec la grand-mère qui ne parlait pas français, je lui avais été obligé de s'y mettre. Et moi j'ai appris à faire des paniers, etc. Bien, voilà l'histoire, c'est-à-dire que ça a commencé comme ça. On va donc parler de langue aujourd'hui. Vous savez que les langues, d'après l'UNESCO, c'est de la construction. Ça va la sono, c'est pas trop fort, pas trop machin, c'est bon? Ça colle? Bon. L'UNESCO dit que les langues, c'est les constructions les plus complexes de l'esprit humain. Et parmi toutes les langues de la Terre, il paraît qu'il y en a 6400 à peu près, on va en perdre beaucoup bientôt. On en perd déjà, je ne sais pas si c'est pas une par jour qui disparaît, j'exagère un peu, mais c'est vrai que ça va très très vite. Il paraît qu'en dessous de 100 000 locuteurs, une langue est en danger, sauf s'il y a un État qui arrive et qui fait du travail pour la remettre en position intéressante, elles sont condamnées à disparaître. Voilà. Les langues, c'est quelque chose de très sérieux, et puis le français particulièrement. Vous connaissez tous le français? Vous savez qu'à la Révolution, le français a été considéré comme une langue à vocation universelle. Et vous savez que les mots français sont, effectivement, quand on réfléchit, sont très étudiés. Vous avez pensé à ça déjà, non? Je vais donner 2 exemples. Par exemple, si vous prenez le mot sécheresse, si vous réfléchissez bien, dans le mot sécheresse, il n'y a pas d'eau. Ça, il faut déjà avoir gamberger. Hein.
Pour vous donner un deuxième exemple, un peu limite, mais bon, ça fait rien, ça montre quand même que ça a été vraiment très étudié. Le mot concupiscence, réfléchissez bien. Bien étudié. Hein? Et le problème du français, si vous voulez, partant de ça, salut Pascal, c'est que cette langue-là, qui avait effectivement, on disait les Lumières, tout ça, la Révolution française, ils ont considéré que, partant du fait que le français était une langue bien faite, etc., tout ce qui n'est pas clair n'est pas français, ils ont considéré que toutes les autres langues étaient destinées à disparaître, si vous voulez. Surtout celles qui étaient dans l'espace de la France. C'est ce qui s'est passé pour le breton, pour le basque, pour le flamand, pour le etc. Toutes ces langues-là ont subi la discrimination. Ça a commencé tôt, on va voir, ça a commencé assez tôt, mais le gros de l'affaire, c'est l'école en fait. C'est Jules Ferry, quand il a fait l'école obligatoire dans les années 1880, où le français était la seule langue de l'éducation, et à l'extérieur de l'école, on pouvait parler ce qu'on voulait, mais à l'école, il n'y avait que le français. Alors, j'ai donc vécu là à Languidic, on va passer assez rapidement là-dessus. Les photos, je les ai mises dans le bouquin. J'avais demandé à ma mère, qui est décédée en décembre, il y a 6 mois, ou enfin un peu plus maintenant. Et ça faisait au moins 15 ans que je lui avais dit, tu pourrais quand même raconter la première partie de ta vie, parce que tu nous as raconté des trucs, mais ce serait bien de l'écrire. La première partie, c'est-à-dire de 1927 jusqu'aux années 60, où la famille avait déménagé de Languidic à Lorient, parce qu'après 60, il y avait des voitures, les gens commençaient à acheter une voiture, acheter une machine à laver, il manquait que les ordinateurs, si vous voulez, quoi. Entre la vie des années 60 et maintenant, et la différence, c'est l'ordinateur, pratiquement. Je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Mais avant, si, beaucoup. Et donc, elle n'écrivait pas. Et il y a 3 ans, mon frère m'a dit, elle a écrit 40 pages. Ah, les 40 pages, c'était 40 pages en français. Je lui ai fait compléter parce qu'il y avait des histoires qui manquaient. Et on a fait ce bouquin, on l'a traduit en breton, j'ai vu avec elle, et ça a fait ce petit bouquin. Bien. Donc, Languidic, c'est là que ça a commencé pour moi. Ça, c'est la chapelle des Fleurs, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, j'habitais, moi, dans la maison là. Est-ce qu'il va marcher? Ça, c'est la fenêtre, il n'y avait qu'une pièce. Voilà. Et il y avait un plancher, comme dit maman. Il y avait un plancher, donc c'était très bien parce qu'il y avait un plancher. Parce qu'avant, elle habitait dans les fermes et c'était toujours terre battue. Et là, il y avait un plancher. Donc ça change beaucoup de choses, un plancher. Donc ça, c'était aussi pour montrer un petit peu comment ça se passait à cette époque-là. C'est plus du tout pareil, c'est un autre monde. Ça, c'était la fête du Saint-Sacrement, c'était dans la rue des Fleurs, qui menait donc de l'église à la chapelle qu'on a vue tout à l'heure. Et il y avait ce chemin de fleurs qu'on mettait, vous avez peut-être vu ça, certains d'entre vous. Et on cachait les misères des côtés avec des draps. Vous voyez. Et bien sûr, la procession, le Saint-Sacrement passait sur les fleurs. Alors, dans cette rue-là, quand on enlevait les draps, il y avait plusieurs cafés. Et il y a une chose qui m'a marqué beaucoup dans ces cafés, c'est que quand on est petit, vous savez, on ne dépasse pas la table, là, et on regarde de tous les côtés. Et à partir du printemps, les portes des cafés restaient ouvertes, et on voyait toujours, à partir du matin, des gens qui étaient accoudés au comptoir, et il y avait toujours un verre de rouge devant eux. Et je pouvais être tout seul ou à deux à discuter, et voilà. Et il y avait quelque chose qui m'avait frappé, et j'ai compris après ce que ça pouvait représenter comme symbole. C'était toujours des vieilles dames qui tenaient les cafés. Hein. À l'île d'Ar, par exemple, qui n'est pas grande, il y avait 11 cafés. Pour dire qu'il y en avait beaucoup.
c'était ce genre de vert, là, vert tulipe. Alors je vais passer un petit peu de temps là parce que vous allez m'expliquer un petit truc. Les dames, quand elles remplissaient, elles avaient l'habitude. Hein. Regardez bien. Le verre, il est plein, plus que plein. Vous voyez ? Il y a un phénomène électrique, je ne sais pas trop, de tension du liquide qu'on met dans ce genre de verre, dans tous les verres, et ça s'appelle un ménisque. Un ménisque. Donc c'est au-dessus du niveau du verre. Alors évidemment, je regardais ça. Les gens qui avaient ce genre de verre de vin plein, archi plein, ils ne pouvaient pas crocher, il ne fallait pas toucher le verre. Donc ils se penchaient, ils sirotaient un truc, enfin une goulée, et le verre était toujours plein. Alors, après, ils discutaient encore un quart d'heure, deuxième goulée, le verre était toujours plein, ça descendait un tout petit peu, mais presque rien. Quoi. Et à la fin, on arrivait au milieu du verre, au bout de, je sais pas, une demi-heure, une heure, ça dépendait des gens. Ils avaient des sous pour payer d'autres verres. Et c'était rendu à la moitié, hein, voilà, ils soulevaient le verre et glouc, plus rien. Alors ça c'est la vie. C'est la vie. Quand on est petit, on est jeune, on dit « Oh !» Ça va durer longtemps, hein, jusqu'à 80 ans. Hein. Et puis on arrive à un certain âge et ça disparaît d'un seul coup. Vous n'avez pas remarqué ça, que le temps s'accélère à la fin ? C'est ça. C'est parce que le temps a la forme d'un verre tulipe. Voilà. Bien, cela c'était une digression que j'ai appris dans les cafés. Ça, excusez-moi, ça c'était ma classe. Aujourd'hui on se plaint quand on a plus de 20 élèves. Il y en avait 55. L'artiste est là. Et il s'appelait le frère Bernard. Ça ne mouftait pas dans la classe. C'est pas comme aujourd'hui où ça circule dans tous les sens, etc. Il ne fallait pas bouger. Une fois, il y avait un qui avait sifflé et on avait été retenu, toute la classe avait été retenue. Il avait sifflé. Voilà. Donc ça, j'ai mis cette photo, c'est le collège de Saint-Aubin à Languidic. Il était comme ça à peu près quand je l'ai connu, moi. Et j'ai mis cette photo-là parce que, regardez bien cet endroit-là, ma classe était là. Et un jour, c'était à la rentrée d'octobre. Vous savez, les grandes vacances, à l'époque, c'était 3 mois. On rentrait en octobre. Il fallait laisser le temps aux paysans d'utiliser leurs enfants pour ramasser les patates. Hein? Donc, maintenant, il y a des machines, donc les pauvres enfants n'ont plus des vacances aussi longues. En tout cas, c'était en octobre, il faisait encore beau, un peu comme ça, là. Ça devait être de l'après-midi, je devais jouer par là dans la cour, et tout à coup, j'étais au CP, là. Le CP, il était là, la 11e, comme disait Loïc tout à l'heure. Et j'entends du bruit. Ah, il y avait plein d'élèves qui étaient là, ils étaient tous rassemblés là, et ils criaient, je vais voir, je m'approche, je me faufile dans le groupe, et je vois un gamin qui était le dos au mur, bouton couette, sabot de bois, habillé à la paysanne, encore des gros draps, tout ça. Je le connaissais, c'était un gars qui habitait dans le village de mon père. Mon père habitait dans un manoir, mais il fallait voir l'état du manoir. C'était pas lui le possesseur. Et ce gars-là, son nom c'était Gallo, il était là, et tout le monde était en train de faire bise, bise à la carotte, tu sais même pas parler français, tu parles que le breton, tan, 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 tan. Bon, sûrement il y a un maître qui est arrivé qui l'a fait disperser, mais c'est le dernier souvenir d'un élève qui parlait que le breton. C'était lui-là. Et ça se passait dans cet endroit-là. Voilà. Alors, on va avancer un petit peu, juste pour vous montrer quand même, rappeler un petit peu, la Bretagne, c'est comment dire, c'est ça, mais les frontières sont en dessous de Nantes, vous savez, mais au niveau linguistique, la Bretagne ne parlait pas entièrement breton, puisque le breton, il était à partir de ces lignes-là qu'on varie un petit peu au cours des âges, ça ne sert pas à grand-chose de savoir les dates pour le moment. La partie qui bretonnait, qui parlait breton, c'est ça. Ici, on parlait quelque chose qui n'était pas du français, qui était une langue romane,
comme le français est une langue romane, mais qui était un mélange de gaulois-latin, alors que le breton, c'est plutôt gaulois avec une arrivée de gens qui habitaient en Grande-Bretagne et qui ont gardé plus l'aspect celtique, qui a été diminué par l'apport du latin dans cette zone-là. Hein. Alors ça s'appelle le gallo. Et au-delà, on parlait français. Quoi. Voilà. Je continue. Ça, c'est après Napoléon, la France a été, découpée en départements. Hein. Donc la Bretagne était en 5 départements. Aujourd'hui, vous savez qu'il n'y en a plus que 4, puisque pendant la guerre, on a coupé la Loire-Atlantique, on a détaché, et aujourd'hui, ils ne veulent pas. L'État jacobin français ne veut pas redonner, rattacher Nantes, il y avait encore une manifestation il n'y a pas longtemps, le week-end dernier, ne veut pas rattacher Nantes à la Bretagne, alors que Nantes c'était l'endroit où était le château du duc de Bretagne, des ducs de Bretagne, et il y a même des tentatives de... Je laisse un petit peu. Il y a même des tentatives de la région des Pays de Loire. Il y a eu une tentative de la région des Pays de Loire pour classer le château de Nantes dans la série des châteaux de la Loire. Effectivement, il est sur la Loire, le château de Nantes, sauf que les châteaux de la Loire, c'est les châteaux des rois de France. Donc le château de Nantes, c'est pas un château des rois de France. Donc ça a été débouté par l'UNESCO. L'UNESCO a refusé de classer le château de Nantes comme château de la Loire. Alors, on va voir maintenant la Bretagne, comment elle a été perçue. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, comment les Bretons ont été perçus par des personnes de France, des vrais Français, si vous voulez. Alors, par exemple, le marquis de Lavardin, qui était lieutenant général du roi en Bretagne, on reviendra sur l'histoire plus tard, comment ça s'est goupillé. Les Bretons entendent médiocrement le français, bah oui, ils parlaient pas français, sauf les Gallos, mais les Gallos, c'était un dialecte qui se rapprochait du français, mais c'était quand même pas du français. Hein. Donc, et guère mieux la raison, donc en plus, c'est pas des gens raisonnables, il était souhaité que l'autorité soit soutenue par des forces convenables. Ça dit ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut que l'armée soit là pour les tenir. La marquise de Sévigné, il y a plein d'écoles en Bretagne qui s'appellent marquise de Sévigné. Si les gens savaient ce qu'a dit la marquise au sujet des Bretons, peut-être que on ne mettrait pas ce nom-là sur les collèges et les écoles. On dit qu'il y a 500 ou 600 bonnets bleus en Basse-Bretagne, c'était en 1675, la révolte justement des bonnets rouges, qui auraient bon besoin d'être pendus pour leur apprendre à parler. La penderie, joli mot, la penderie me semble un rafraîchissement, elle me permet maintenant de me promener tous les grands arbres en toute tranquillité. Elle avait une maison en Bretagne. Ça, c'était donc la marquise de Sévigné, mais il y a d'autres qui sont pas mal non plus. Par exemple, l'intendant de la Royale à Brest, la Royale c'est la marine, au secrétaire d'État, la ville de Brest doit être regardée comme une colonie. On dit quelquefois que la Bretagne est une colonie nouvelle, dont la plupart des habitants sont des provinces éloignées. Brest, en 1800, Brest est une colonie peuplée de gens à la marine. Alors, les gens à la marine, ça peut être des gens qui viennent un peu partout, mais le reste, c'est colonie. Alors, Michelet, ça a été un historien qui a beaucoup écrit, et dont les écrits ont été utilisés pour les écoles. Tous les écrits de Michelet ont constitué la base de tout ce qu'on racontait en France sur l'histoire. Alors voilà ce que disait Michelet. Brest, colonie française en Bretagne, ainsi que Nantes et Saint-Malo. La Bretagne est née colonie comme l'Alsace, les Basques, plus que la Guadeloupe. La France tient la Bretagne par 3 anses, Saint-Malo, Brest, Rennes.
Très sympa. Alors, donc, derrière toutes ces choses-là qu'on a lues tout à l'heure, il y avait l'idée du Ploukistan occidental, c'est-à-dire le pays des Ploucs, puisque les Bretons, vous savez, ils ne parlent pas français, etc. Mais on va voir d'autres, hein, on a fait des Victor Hugo, tout ça, qui était un peu dans le même genre. Donc les Ploucs, bah oui, c'était un pays de Ploucs. Et c'est encore pas vieux, puisque Jacques Berroyer, 2006, a fait une chanson à la télé. Alors, il faut quand même regarder ça, ça vaut le coup. En 2006, hein. Ah, connaissez-vous, je ne suis pas là, hein, je ne suis pas efforcé de l'apprendre par cœur. Ah, connaissez-vous bien la Bretagne avec ses femmes en coiffe et ses hommes vêtus de pagne? Leurs enfants sont hydrocéphales, les garçons sont aussi méchants que les filles sont sales. Ça rime pas très bien en plus. Refrain. En Bretagne, au bout du jus d'andouille et du sirop d'artichaut. Et nus sur la lande, ronds comme des chapeaux, on fait la nuit des rondes à la lueur des phares aux pruneaux. Couplet 2. Et de Quimper jusqu'à Concarneau, on voit passer des femmes promenant des ports dans des landaux. Pendant que leurs marins de Marie se soulagent dans les flots, ils refusent de signer le protocole de Coteau. C'est pas mal, non? Est-ce qu'on se permettrait ça en parlant, je ne sais pas moi, des Turcs, des Algériens, etc. Non. Mais par rapport aux Bretons, on a le droit de faire ça. Il y a quand même des trucs dans l'air qui sont un peu curieux. C'est curieux. Alors, il y a encore d'autres trucs ici. Vous voyez, c'est dans 1929. Manuel de géographie à l'usage des lycéens, 1929. Les principaux traits de la race bretonne, on dirait qu'on parle des vaches, hein, sont la malpropreté, la superstition et l'ivrognerie. C'est pas les vaches parce qu'ils ne sont pas ivrognes, donc pas les vaches. Alors, chroniqueur du journal L'Assiette au beurre, 1903. Il n'est pas de meilleur chrétien que cette crapule de Bretagne. Il n'en est pas de plus réfractaire à la civilisation. Idolâtre, lâche, écoutez bien, les adjectifs sont intéressants. Idolâtre, lâche, sournois, alcoolique et patriote. Le cagot armoricain ne mange pas, il se repaît. Il ne boit pas, il se saoule. Il ne se lave pas, il se frotte de graisse. Il ne raisonne pas, il prie. Et porté par la prière, il tombe au dernier degré de l'abjection, c'est le nègre de la France. Ça a été écrit tout ça, hein, c'est des écrits, c'est pas des inventions récentes. Victor Hugo. Victor Hugo, c'est drôle parce qu'il avait une mère bretonne, mais il habitait Paris et puis voilà quoi. Hein. D'un côté, la Révolution française, sous-entendu les Lumières, etc. Et de l'autre, le paysan breton, en face de ces événements incomparables, qu'on place ce sauvage parlant une langue morte, ce qui est faire habiter une tombe à sa pensée. Autrement dit, avec le breton, on ne peut pas penser. Vénérant sa charrue d'abord, sa grand-mère ensuite. C'est pas mal pour Victor Hugo. Prosper Mérimée, c'est quand même des gens qui sont honorés en France. On voit dans les villages les enfants et les cochons se roulant pêle-mêle sur le fumier. La pâtée que mangent les premiers serait probablement refusée par les cochons du Canigou. Camille Desmoulins, alors ça c'était un doux révolutionnaire. Je dis doux parce qu'il était considéré comme doux, mais il a dit des choses pas mal non plus, lui. Par exemple, sur les Bretons, de tels hommes déshonorent la guillotine, comme autrefois la potence était déshonorée par ces chiens qui étaient pendus avec leur maître. Je ne conçois pas comment on peut condamner à mort sérieusement ces animaux à face humaine. On ne peut que leur courir dessus comme dans une chasse. C'est dingue, non? Ah, ça existe, hein. Mirabeau, c'était aussi la Révolution. Et que sont ces efforts de pygmée? Vous êtes breton? Les Français, comment? Autrement dit, les Bretons ne sont pas français. D'après Mirabeau. Alors, voici les Ploucs. Je vais vous passer à une série de portraits, de vieux portraits, de vieilles photos, et je vais vous montrer les Ploucs. Juste les regarder.
C'est de ces gens-là que parlait Victor Hugo, Mérimée, tout ça. C'est intéressant de voir les visages de gens qui ont vécu comme nous, aujourd'hui vivants, qui ne sont plus là bien sûr, et de qui on a dit toutes ces choses-là. C'est quand même assez particulier. Alors, l'idée de la conférence, elle est venue du fait que il n'y a pas tellement longtemps que j'ai compris une chose, à savoir que la perte de la langue, elle a été massive après la dernière guerre. C'est-à-dire, moi je suis né en 1948, après la guerre, toutes les mamans de Bretagne, à part peut-être quelques-unes, toutes les mamans de Bretagne ont décidé de changer de langue pour parler à leurs enfants. À leurs enfants. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, moi j'entendais du breton, forcément, parce que ça circulait dans un monde de bretons. C'était des paysans, ils parlaient breton, ils parlaient que breton pour certains, mes grands-mères ne parlaient pas français. Dès que je suis né, alors ma mère a été à l'école à 7 ans, elle est née en 27, donc c'est 1434, elle est allée jusqu'au certificat. Donc, moi je suis né en 48, elle devait avoir 18 ans, un truc comme ça. Et tout à coup, elle change de langue. Elle parlait breton avec mon père la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Et quand je suis né, crac, changer de langue. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, nos enfants avaient décidé de parler chinois. Je dis pas anglais parce qu'on connaît un peu l'anglais. Mais une autre langue, parler chinois à leurs enfants. C'est-à-dire que nous, on ne connaît pas le chinois, les petits-enfants parlent chinois et ils ne pourront pas nous parler, on ne pourra pas leur parler. Et ça s'est passé comme ça en Bretagne, dans toute la Bretagne, ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu de décret. Hein. On n'a pas dit, après la guerre, toutes les mamans, c'est interdit de parler breton aux enfants. On n'a pas dit ça. C'est les mamans elles-mêmes. Ou les mamans, peut-être les papas aussi entraînés, je ne sais pas, mais c'est les mamans qui parlent aux enfants la plupart du temps quand même au départ, qui ont décidé ça. Alors, voilà, c'est comme ça, comme disait Loïc, on a perdu la langue, parce que forcément, ne la parlant pas, ne l'entendant jamais dans le rapport avec la maman, on ne l'a pas vraiment perçu. Hein. Alors, en fait, c'est pas en 45. Ça s'est passé en 45 parce que le fruit était mûr, on va dire, en 1945. Il y a eu des événements auparavant. Je peux vous lire un petit truc de 1911. Moi j'habite maintenant Baden, et à Baden, en 1911, il y avait un gars qui avait fait une revue, une revue vantaise qu'il avait créée en 1905, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Loisérieux. Et il était venu à bicyclette de Hennebont jusqu'à Baden.
Et il y avait une grande salle à Baden, parce qu'il y avait 400 personnes qui l'attendaient, et il était en retard sans doute, parce que j'ai vu ça dans le bulletin paroissial de Baden, entre 1900 et 1914, le bulletin paroissial était tout en breton. Et donc il y avait des comptes rendus de ce qui se passait dans la paroisse. Et donc c'était le 5 novembre 1911, l'OSRIOM était venu donc parler notamment du breton, etc. Et il disait ceci. Alors je vais vous lire un peu de breton, ceux qui ne sont pas habitués, ils vont entendre un peu de breton, je traduirai un petit peu après. Il disait: Ne l'arrangetor pas descan galek, desket galek, et vidobir ou marada, et skriv ou lierio, mais non quetchot ou proton, ne vortet en val d'or hiler, merjetiavong dristol, ri agenumgar abilor uelor, ragnoui en tchot ou breton. Ah ma chère, je ne sais pas le breton, père Foller. Mais oui, mais quand ce borton, tchamunsun de barat chotoran, il y a gons galek, seul tout pélion, nolane, oui, quand ce bréhoné. Tchamunsun de barat chototé, à ouillet galek. Ne n'y tche sontor avec tchamunsun. Y contril, rak bepret, et vous duire l'arrêt, un ani à oui, d'un langage, abilor, et de nani, na oui, ne met du nom. Donc, en gros, il disait, je ne vous dis pas de ne pas apprendre le français. Apprenez le français pour aller sur les marchés, pour écrire vos lettres. Pourquoi d'ailleurs? On peut écrire en breton, c'est des lettres. Mais n'oubliez pas votre breton. Ne soyez pas comme certains, surtout les filles, hein, qui se croient plus savantes, qui se croient supérieures, parce qu'elles ont oublié leur breton. Ah ma chère, je ne sais pas le breton. Quelle folle! Moi je parle breton. Ça ne m'empêche pas de parler le français. Regardez vos prêtres. Hein, eh bien, ils parlent tous français et ils parlent aussi breton. Hein, et ils ne sont pas plus sots pour ça. Au contraire, ceux qui savent de langue, eh bien, ils sont plus habiles pour apprendre d'autres. Voilà. Donc, ce n'était pas pour empêcher les gens de parler français qu'ils disaient ça, mais il y avait déjà en 1911 une tendance à lâcher le breton, puisqu'il y avait des rappels. Donc c'est pas en 1945, sauf qu'en 1945, ça a été une décision générale, parce que c'était comme ça, la société avait évolué comme ça. Alors en fait, on va maintenant passer à quelque chose que je ne connaissais pas dans les détails. Vous savez qu'on a toujours parlé de 1532 comme l'année du rattachement de la Bretagne à la France, et on a toujours présenté ça comme une histoire d'amour, que la Bretagne finalement elle avait décidé c'était bien qu'elle se rattache à la France, etc. Ça a été présenté un peu comme ça. Or, quand on connaît les détails, c'est pas exactement comme ça. Vous avez sûrement entendu parler de Louis XI, après la guerre de 100 ans, la France avait été assez affaiblie et lui, il essayait de la reconstituer, de l'agrandir. Il a quand même agrandi la France d'un tiers. Il a réussi à s'emparer de la Bourgogne et puis d'autres provinces, et il avait envie de mettre la main sur la Bretagne, mais il n'était pas assez fort. La France n'était pas encore assez forte à ce moment-là, parce que la Bretagne était quand même un duché souverain jusqu'alors, qui avait des ambassadeurs dans les pays Autriche, Vatican, Angleterre, Espagne, tout ça. Et c'est grâce d'ailleurs à ces ambassadeurs et aux courriers qui ont été échangés avec ces pays-là que certains aujourd'hui peuvent reconstituer l'avancée, l'histoire telle qu'elle s'est passée, parce que la France a beaucoup grillé, a beaucoup éliminé certaines archives un peu, compromettantes. Mais dans ces ambassades-là, dans ces pays-là, les écrits ont été conservés. Hein. Vous savez, c'est comme pour la Vendée. Vous savez, les histoires de Vendée, la Révolution, le comité de salut public qui avait dit de détruire la Vendée complètement. Les généraux républicains qui étaient à Vendée, ils envoyaient leur courrier
au comité de salut public. Le comité de salut public a brûlé ces archives. Seulement, comme les généraux, c'était l'armée, ils envoyaient un double au ministère des Armées. Et les archives ont été conservées. Et c'est là que Rénal Sécher, par exemple, a retrouvé à peu près tous les écrits qui avaient été échangés à cette époque-là. C'est pas triste non plus. Alors, Louis XI, qu'on appelait l'universel araignée, hein, parce qu'il essayait de machiner comme ça, à voir toutes les proies qui passaient, il n'a pas réussi à, comment dire, il est mort en 1483, il n'a pas réussi donc à mettre la Bretagne dans l'escarcelle de la France, mais il a confié la mission à son fils, Charles VIII. Charles VIII, qui était, comment dire, c'était pas l'aîné de la famille, il y avait une sœur qui s'appelait Anne de Beaujeu, ça c'était le duc, la diapo n'est pas dans l'ordre, c'était le duc de Bretagne François Ier, ça c'est à Nantes, qui était donc le duc de Bretagne à l'époque. Et on verra tout à l'heure aussi, voilà, Charles VIII, donc le fils qui a été roi. Seulement, il est né en 1470, il avait 13 ans quand son père est mort, il n'était pas encore en état de gouverner. Et donc il y avait une régence, hein, c'est-à-dire que c'est pas lui qui a commencé les droits de France à l'époque, c'est sa sœur aînée, qui elle était née en 1461, donc avait 9 ans de plus, et qui a été la régente. Or, d'après le livre qui vient de sortir de Louis Mélènec qui parle de cette époque-là, Charles VIII n'était pas un grand politique. Il n'avait pas une intelligence comment dire, politique tellement, mais elle l'avait. Elle avait un peu comment dire, l'intelligence de son père. Et d'après les historiens maintenant, c'est elle qui en fait était la vraie patronne. Charles VIII ne faisait que suivre un peu ce que sa sœur, notamment, lui conseillait. Alors Anne de France, Anne de Beaujeu, parce qu'elle était mariée avec Pierre de Beaujeu-Bourbon. C'est un nom que vous connaissez aussi. Voilà donc les personnages qui sont importants dans tout ce qui s'est passé là, dans ces années 1487 jusqu'à 1532. Ça commence donc avec Louis XI, je vous dis, et puis ça a continué avec Charles VIII. Alors, Charles VIII, en fait, ça a commencé comme ça. Jusqu'à 1487, la Bretagne était souveraine. Il y avait un duché, il y avait des ambassadeurs, elle avait son économie, elle avait une flotte importante. Les marins bretons, ils étaient partout en Europe, ils transportaient des choses, du charbon, du vin, des voiles, on fabriquait des toiles pour faire les voiles. La Bretagne était très riche à l'époque. Hein, c'était il y avait l'expression la plus belle duché. On disait pas un duché, on disait une duché à l'époque, comme dans le Seigneur des Anneaux, je crois. La comté, je ne sais pas si vous vous rappelez le film, la comté, la duché. Et jusque-là, si vous voulez, toutes les chapelles, par exemple, tout ce qui a été, toutes les architectures intéressantes qu'on trouve en Bretagne, elles datent de l'époque d'avant ce qui s'est passé après 1487. Qu'est-ce qui s'est passé en 1487 ? Donc il y avait cette volonté française, on va dire, de mettre la main sur la Bretagne, et on peut comprendre les rois de France, parce que de l'autre côté, il y avait, l'Autriche-Hongrie, avec Maximilien d'Autriche, tout ça, qui était d'ailleurs en lien avec la Bretagne, et la France, elle se sentait un peu coincée entre deux forces qui pouvaient l'embêter. Donc elle avait envie de se débarrasser, au moins du côté ouest, en s'accaparant la Bretagne. Qu'est-ce qui s'est passé en 1487 ? Il y a eu des seigneurs français qui n'étaient pas d'accord avec leur roi, qui ont demandé le droit d'asile en Bretagne. Normalement, le droit d'asile, c'est un droit sacré. Bien, sauf que là,
la France a décidé d'aller les chercher, parce que comment dire, François II ne voulait pas livrer ses seigneurs français de nouveau, puisqu'ils ils avaient demandé le droit d'asile, il n'y avait pas de raison de ne pas respecter ce droit-là. Alors les Français sont venus les chercher. Et bien sûr, ils sont venus les chercher avec leur armée, etc., qui commençait à être très très puissante à l'époque. Et donc, ça a commencé comme ça. La guerre a démarré en 1487, je ne sais plus exactement la date. Et en fait, ça a couru jusqu'en 1488. Et là, il y a eu une grosse bataille près de Rennes, à Saint-Aubin-du-Cormier. Et là, les Bretons ont été vaincus par l'armée française. Alors, c'était des armées mélangées. Il y avait des mercenaires suisses, par exemple, beaucoup dans l'armée française. Et il y avait aussi des étrangers dans l'armée bretonne. C'était un peu le modèle de l'époque. En tout cas, les Bretons ont été vaincus à Saint-Aubin-du-Cormier. Et, ils ont encore résisté 3 ans. Ils ont encore résisté 3 ans, jusqu'en 1491 en fait. Et là, ça a été ils sont carrément arrêtés et rendus complètement, mais les 4 ans de guerre ont été complètement ravageuses pour la Bretagne. Tous les châteaux ont été démantelés, détruits, etc. L'économie a été réduite. Et en fait, à partir de cette époque-là, on peut dire, la Bretagne ne s'est jamais remise. Elle ne s'est jamais remise. Et c'est de là, sans doute, que l'histoire des Ploucs et tout ça est née, parce que, alors c'était un pays du style Hollande, comme en Hollande, tout ça, la Bretagne, elle a été complètement, si vous voulez, ruinée par ces guerres qui n'en finissaient pas. Et c'était des guerres, il y avait des mercenaires, donc les bandes armées, ça violait dans tous les coins, ça mangeait, il n'y avait plus moyen de vivre, si vous voulez, quoi. La Bretagne était complètement démantelée à cette époque-là par le fait qu'il y avait des puissances étrangères comme ça qui étaient partout présentes. Voilà. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que Charles VIII, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'après 1400, après la défaite de Saint-Aubin-du-Cormier, quelques mois après, c'était je ne sais plus la date, en avril 1488. Je suis allé en Portugal, j'ai oublié. Enfin bon, c'était au printemps 1488. En septembre, je crois que le duc de François II, qui a été complètement anéanti par cette défaite, il est mort. Et c'est sa fille, Anne de Bretagne, donc, qui devait avoir 13 ou 14 ans, qui est devenue la duchesse. C'était une personne assez particulière parce que elle a, elle a essayé de résister à tout ce qu'elle a pu, mais bon, c'était quand même pas facile. Et les rois de France, à ce moment-là, le roi de France, Charles VIII, s'est marié avec elle. Elle était obligée, elle avait 14 ans. Bon. Elle s'est mariée et Charles VIII a enlevé tous les droits de la Bretagne. La Bretagne, c'était donc un pays souverain, on a dit. Tout ça, ça a été enlevé, tous les droits de la Bretagne ont été perdus. Et bon, Charles VIII un jour était à cheval, il est rentré dans son château et il n'a pas vu le linteau de la porte. Il a cogné au linteau, il est mort je ne sais plus mes dates maintenant. 1488, c'est ça. Enfin, 1498. Et 1498, il est mort là. Et du coup, il n'y avait plus de roi. Et alors, elle s'est remariée avec le roi suivant, qui était Louis XII. Et c'est très curieux parce que, par exemple, Louis XII, qui était donc l'héritier un peu de la couronne de France, il était à Saint-Aubin-du-Cormier dans le camp breton. Il y a des trucs comme ça se mélangeait déjà pas mal. Hein. Bon, ça n'a pas empêché, il a été emprisonné un petit peu, tout ça.
Mais ça n'a pas empêché quand même d'être roi de France après. Donc Louis XII a pris la succession donc, de Charles VIII, et Louis XII était un peu plus sympa quand même, puisqu'il avait été dans le camp breton, il avait quand même un peu d'affinité avec la Bretagne, et Anne de Bretagne a négocié avec lui la restitution des droits. Elle n'avait plus le droit de se dire duchesse sous Charles VIII. Avec Louis XII, elle pouvait encore devenir duchesse. Et elle a fait un voyage d'ailleurs en Bretagne, trop bref, et pour montrer qu'elle était là, etc. Et comment dire, elle a été quand même reine de France, hein, elle est devenue reine de France. Et donc elle a été 2 fois reine de France, puisqu'elle était avec Charles VIII, elle était avec Louis XII après. Elle est décédée en 1514 et son mari Louis XII est décédé un an après, en 1515, Marignan, n'est-ce pas, et c'est, comment dire, après c'est François d'Angoulême, qui est devenu François Ier, qui a pris la main. Et comment dire, c'est pas remarié avec la duchesse Anne puisqu'elle était morte, mais avec sa fille, Claude. Et donc c'est François Ier qui a mené les choses jusqu'à la fin, si vous voulez, puisqu'il a été jusqu'en 1532. Alors en 1532, François Ier est venu en Bretagne. Donc, je vous dis, la Bretagne, elle ne s'était pas vraiment remise de tout ce qui s'était passé auparavant, avec les guerres, tout ça. Et il est venu à Vannes avec 12 000 soldats. Il a dormi à Sussigno, c'est intéressant de savoir. Maintenant, le château de Sussigno a été refait, il a dormi à Sussigno. Il a peut-être été à la messe à la cathédrale de Vannes, parce que la cathédrale de Vannes a été commencée en 1450, la cathédrale actuelle, hein, parce qu'il y avait une cathédrale romane, mais la cathédrale actuelle a été commencée en 1450, à peu près terminée en 1520, donc en 1532, il a sans doute été foulé le pavé de la cathédrale. Et d'ailleurs, la cathédrale de Vannes a été finie vraiment en 18e siècle. Ça a duré 700 ans, hein, ils ont rajouté des choses. Voilà. Et donc, 1500, je vais revenir un petit peu plus loin. Ça, c'était Maximilien d'Autriche. Je vais vous raconter un petit peu sur Maximilien d'Autriche. Mais revenons d'abord à François Ier. François Ier, donc, a annexé la Bretagne. Ça a été une annexion. C'était pas du tout un mariage d'amour. Le gars qui a fait la recherche là, je disais Louis Mélènec, le livre s'appelle de Bretagne, Invasion, Annexion. Il a écrit, intéressant, il a écrit à Paris aux archives nationales. Et aux archives nationales, il y a un bureau qui s'appelle le bureau des traités, etc. Et il a demandé aux responsables de lui faire parvenir le traité de 1499. Alors le traité de 1499, c'est le traité qui a été négocié entre Anne de Bretagne et Louis XII, où Louis XII restituait les droits de la Bretagne à sa duchesse. Et aussi le traité de 1532. Alors il faut savoir qu'un traité, normalement, c'est comme 2 États reconnus comme souverains l'un et l'autre, négocient quelque chose, se mettent d'accord sur quelque chose. Il y a un écrit qui dit, ben voilà, on va faire ci, on va faire ça. Alors la réponse est intéressante parce que le gars des archives dit comme ça, je vous suite à votre appel téléphonique, je cite de mémoire, vous trouverez ci-joint le traité de 1499, donc entre la Bretagne et la France. Quant au traité de 1532, étant un acte interne à la France,
je ne peux pas vous le communiquer, il faudrait me donner des précisions supplémentaires pour que je vous aide à le trouver. En fait, étant un acte interne à la France, ça veut dire que ce n'est pas un traité. C'est un acte interne à la France. En fait, c'est un édit du roi François Ier qui a dit, à partir d'aujourd'hui, la Bretagne fait partie de la France. Point final. Bon, il paraît que, du point de vue du droit international, quand c'est comme ça, c'est pas un traité, donc ça vaut rien. Donc la conclusion, si ça vaut rien, si ça vaut rien, c'est que la Bretagne, elle est toujours avec le traité de 1499, où les deux États se considèrent comme deux États en relation, mais pas en, comment dire, pas vraiment intégrés, si vous voulez. C'est intéressant de s'arrêter un peu sur ce personnage Maximilien d'Autriche, 1459-1519. En fait, avant que les Français interviennent en Bretagne, en 1487, François II, vous savez que les nobles, quand ils avaient des enfants, et même avant quelquefois de concevoir les enfants, ils disaient si j'ai une fille, si on a une fille, si on a un garçon, on le mariait avec. C'était du calcul à long terme. Et le duc François II avait imaginé de marier sa fille Anne avec Maximilien d'Autriche. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas que lui, ils avaient aussi en Espagne des prétendants possibles, ils cherchaient toutes les solutions possibles. Mais en tout cas, avec Maximilien d'Autriche, qui était empereur, ça aurait pu marcher. Et ils ont fait un mariage, mais Maximilien était très occupé avec des guerres dans son secteur là-bas, y compris avec la France, tout ça, et avec la Hongrie. Il ne pouvait pas venir, parce que c'était décidé, le mariage était programmé et tout. Alors, ils ont quand même fait le mariage, on dit par procureur, par procuration si vous voulez. Et alors c'est légal, c'était légal à l'époque. Alors le mariage se faisait, il y avait une cérémonie et puis comment dire, il y avait des ambassadeurs de Maximilien qui étaient venus pour représenter l'empereur d'Autriche. Et donc le mariage a été fait, normalement, religieusement et tout. Et l'ambassadeur, le responsable de l'ambassade qui était venu là, il fallait qu'il mette une cuisse dans le lit de la duchesse pour dire que le mariage était valide. Alors c'était comme ça à l'époque. Voilà. Donc ça a été fait, donc normalement, d'après le droit de l'époque, le mariage était valide. Or, quand Charles VIII a eu des prétentions sur la Bretagne, et il a voulu se marier avec donc, Anne de Bretagne, ils ont fait en sorte, avec le pape, tout ça, pour considérer que le mariage n'était pas valide. C'était assez complexe, c'est une histoire assez complexe. En tout cas, le mariage était considéré comme non valide, alors que normalement, il était valide. Ça veut dire que s'il était valide, ça veut dire que le mariage de Charles VIII avec Anne n'était pas valide, lui. Vous voyez, parce qu'on n'avait pas le droit de se marier alors qu'on était déjà dans les C'est assez compliqué. Donc voilà, c'était Maximilien d'Autriche. Donc il s'est fait quand le mariage de Anne de Bretagne avec Charles VIII a été célébré, bien sûr, il s'est senti un petit peu trompé quand même sur. Évidemment. Voilà. Alors, ça c'était le courrier que je citais tout à l'heure, donc l'historien Mélénèque qui avait demandé le traité de 1499 et celui de 1532, c'est la réponse. On ne voit pas clair, donc j'ai remarqué plus clair ici. Monsieur, vous m'avez demandé des renseignements sur le traité de 99 et 1532 entre la France et la Bretagne. Alors vous voudrez bien trouver le traité de 1499, le traité de 1530 étant un acte interne. Donc ça montre bien que ce n'est pas un traité. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu sur ce qui s'est passé après tous ces événements-là.
Donc à partir de François Ier, 1532, la Bretagne faisait partie de la France, mais c'était relégué. Vu de Paris, vous savez, même aujourd'hui, il y a plein de choses que, vu de Paris, on ne comprend pas à ce qui se passe en Bretagne. Par exemple, la pêche, les énarques, tout ça qui sont à Paris, ne savent pas ce que c'est que la réalité de la pêche. Il y a des choses qu'on rate dans l'Europe, tout ça, je ne dois pas vous raconter plein de choses, mais il y a des choses qu'on ne sait pas traiter, parce que, vu de Paris, on n'est pas dans le milieu. Et ça, ce sont des choses qui ont des incidences sur l'économie d'un pays quand les bonnes décisions ne sont pas prises ou pas prises à temps. On a raté des choses avec l'Europe, des choses qui sont parties ailleurs, par exemple dans d'autres pays, en Hollande, etc., parce qu'on n'a pas décidé que ce serait en Bretagne. Donc on a perdu des occasions. Là, il y avait eu donc au temps de Louis XIV, qui était jeune là, sur la photo, c'était en 1661. Il y a eu, des augmentations d'impôts qui ont été décrétées par le roi, qui faisait beaucoup de guerres, etc., qui avait besoin de beaucoup d'argent. Ils ont augmenté les impôts, papier timbré, tout ça, et les Bretons se sont révoltés. Il y a eu des révoltes, et Louis XIV, c'était Sébastien Le Balbe, il y a eu des établissements publics qui ont été brûlés, etc. Et vu de Louis XIV a envoyé Luc de Chaulnes pour mater la révolte. C'est là que Madame de Sévigné a dit « Oh, maintenant on peut respirer, ils ont été tous pendus, je peux me promener tranquillement ». Et donc, cette révolte des bonnets rouges, c'était très violent. Il y a eu beaucoup de gens pendus, effectivement, et le centre de la révolte a démarré surtout au pays Bigoudin. Et il y a eu beaucoup de clochers là-bas qui ont été cassés, qui ont été détruits pour bien montrer qui était le patron. Pas question de... Ça, c'est des photos, vous voyez ça. Hein. Alors j'ai remis le petit texte de Sévigné. Hein. La penderie me semble un rafraîchissement. Voilà. C'est ça. Et on appelle, on donne des noms. Ça, c'est un exemple de clocher qui a été décapité. Hein. Alors, avec Napoléon, la Bretagne était respectée dans ses frontières, mais par contre coupée en départements, qui aujourd'hui, il n'y a plus que 4, hein, comme on disait au début. Hein. Et on va, pour aller un petit peu plus loin dans ce qu'était la Bretagne, puisqu'on a dit que c'était un pays de plouc, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Ça, c'est un texte, parce qu'on n'a pas grand-chose, malheureusement. Beaucoup de choses ont été perdues dans les écrits qu'il y avait en Bretagne, parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques de vikings, tout ça, les abbayes qui conservaient beaucoup de littérature, de livres, tout ça. On a perdu beaucoup de choses. Il nous en reste quelques écrits, mais vraiment pas grand-chose, alors qu'au Pays de Galles, par exemple, ils ont beaucoup plus de choses que nous. Mais juste pour vous montrer quelque chose pour montrer que les Bretons savaient, dans leur langue, écrire des choses au niveau poétique, par exemple, qu'on ne fait pas en France. En France, on a des rimes à la fin, vous savez, à la fin des vers, des rimes croisées ou des rimes simples. Et là, vous avez en rouge des rimes, on appelle ça des rimes internes, c'est-à-dire que dans les vers, vous avez des sons qui se correspondent. Vous avez par exemple dans le premier Goudé, Dashtat, Apompa, vous avez le Hat qui se répète. Guiscamant, Apparamantao, et Tai Enanko Eslawen, Padroi Enan, Dallaran, Mik, Matai Daneuse, de votre Euzik, Astrechtidik, Tavervik. Ça montre. J'ai essayé de faire des trucs un peu comme ça, c'est vraiment coton. Or, il y a des textes de Breton qui
qui contiennent des milliers de vers et qui ont ces rimes internes. Je peux vous dire que c'est une gymnastique assez... Je ne sais pas comment il faisait, il n'avait pas d'ordinateur, c'était une formation un peu spéciale. Donc ça veut dire, après, comment on dirait, la Stadt, comment on pourrait traduire ça, après ton... Stadt c'est État, quoi. Après ton rang, je ne sais pas, comme ça, quelque chose comme ça, et tes frasques, ton pas là-haut, tes vêtements, guiscamante, apparamanto. Apparamanto, c'est les équipages de bateaux aussi. Viendra l'encou, et taille un anco. Peut-être un anco, l'encou, vous connaissez, vous avez entendu parler de l'encou, la mort, hein, c'est un peu de la mort. Et taille, donc après tout ça, après avoir eu une vie de patachon, on va dire, ou au contraire, plutôt dans les hautes sphères de la société, viendra l'encou joyeux, et la voit joyeusement, pas droyennant quand il décidera, quand il tournera dans sa tête, tu es vraiment dans la rythmique, ma taille daneuse, quand ton apparence, ma taille daneuse de voûte eusique, quand ton apparence viendra horrible et triste. À jamais. Ça, c'était avec des rimes internes. Donc, est-ce que c'est plouc? Juste pour vous donner un petit peu un aperçu aussi de la phrase bretonne, parce qu'on n'y met pas de raison. Hein. En français, vous savez, la base de la phrase française, c'est sujet, verbe, complément. Ça marche comme ça à 80%. C'est pas toujours ça, mais à 80%, ça marche je mange du pain. La pluie tombe, etc. En breton, on met toujours l'important en tête, on appelle ça le topic. Hein. Donc, Urjau, Zep, Fuen, Bandé, Inigrau, le cheval mange du foin tous les jours dans son écurie. Et si je veux dire que c'est tous les jours qu'il mange du foin, Bandé était Urjau, Fuen, Inigrau. Donc, tous les jours, mange le cheval foin dans son écurie. Si je dis qu'il mange du foin et non pas du chocolat, par exemple, je dis foin zeb orjo bandé nigro. Si je veux dire qu'il mange et qu'il ne boit pas, c'est manger qu'il fait, débagnera orjo foin bandé nigro. Et si je dis qu'il mange dans l'écurie et non pas dans la salle de cinéma, par exemple, je veux dire enigro était orjo foin bandé. On peut comme ça, la phrase bretonne elle est très libre par rapport à ça. On met en général en tête, comment dire, ce qui paraît important de savoir. Et en deuxième position, en rouge, là, c'est le verbe conjugué. C'est ça la règle générale. C'est comme ça que ça marche en général. Il y a bien sûr plusieurs choses, mais pour montrer que c'est pas seulement sujet à complément. Ça marche aussi, sujet à complément. C'est breton aussi, mais c'est pas seulement ça. Vous savez qu'en français, on peut aussi trouver d'autres phrases qui ne commencent pas toujours par le sujet. Si je dis « tombe la neige », hein, tombe la neige, tombe, on met le verbe en premier, la neige après, ça existe aussi. Hein. Mais c'est pas fréquent. Hein. On ne dit pas, on n'emploie pas ce tournant, tombe la neige. Non, on dit « oh, la neige tombe », c'est ça qu'on dit en général. Bon, alors, Jan Berkalor, vous connaissez sûrement cette chanson. Elle est assez connue. Hein. Vous voulez que je chante? Vous pouvez partir hein, si jamais je chante fou. Ceux qui la connaissent peuvent chanter avec moi. Hein. Mais au gana des crésormo, terre virmes, une dictuen du rondeles, urban gros qui t'a le nom. Hagerlange håller nåvis, mais au gane des crésormo et broar volo. Je suis né au milieu de la mer, 3 lieues au large, c'est à l'île de Groix. J'ai là-bas une petite maison blanche. Le genêt pousse près de la porte et la lande
recouvre l'extérieur, on va dire, en V. Mais quand on a des crésormours et gros arvo. Donc ça c'est une chanson connue, c'est de Jean-Bert Calor, qui est un poète de l'île de Groix, qui est mort à la guerre 14 en 1917. Mais il y avait des choses aussi, vous savez, en Europe au 19e siècle, non, 19e siècle, il y a eu tout un mouvement européen qui retournait à ses racines, qui recueillait les contes de Grimm font partie de tout ça. Et les gens allaient récolter des chansons, des écrits, surtout de tradition orale, pour pas que ça se perde, parce que les gens commençaient à se rendre compte qu'il y avait de la perte au niveau de la littérature qui était souvent orale à l'époque. Les gens n'écrivaient pas, ils retenaient plein de choses comme ça. Et donc en Europe, il y a eu tout un mouvement. Et en Bretagne aussi. Et par exemple, il y a eu le marquis de la ville marquée qui a comme ça récolté. Il a été interrogé des gens qui chantaient, qui racontaient des contes, etc. Il en a écrit. Et il a fait un bouquin qui s'appelait le Barhasbrech. En 21, on dit Barhasbrech, autrement c'est Barzasbreis, dans lequel il y a, je ne sais plus combien de chants, une bonne centaine en tout cas. Et certains sont très très anciens et il a essayé de les resituer dans l'époque où ils ont pu être composés et ils sont restés après dans la mémoire des gens. Et là c'est la prophétie de Gwenllian, qui était un barde, et c'est une chanson qui est dans le Barzaz. Moi j'aime bien l'air, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais essayer de le chanter. Je ne suis pas chanteur, mais je chante quand même. On a le droit de chanter même si on n'est pas chanteur. Alors, la signification, c'est celle-ci. Quand le soleil se cache, le Niol, c'est le soleil. Quand la mer enfle, hors mot de la mer. Et ouillant canal et toulme d'eau, je sais chanter dans l'embrasure de ma porte. Pawen Yohan, quand j'étais jeune, et quand l'annivé je chantais aussi, à mes Isi Deicourt, et moi aujourd'hui devenu vieux, je chante encore. N'a pas du rognol, pas foin, vormour, et oui, en canal et tout le madour, pas wenye wangi kan neve, à mes isi des cours, voir et quand en met, voir et quand en met. Moi j'aime bien cette chanson-là. C'était une vieille chanson bretonne que je ne sais pas qui chantait, qui a été conservée grâce à la ville marquée. Hein, c'est Cornouaillet. C'est possible. Alors moi, quand j'ai des textes bretons, je les mets un peu à la sauce vantaise parce que c'est mieux quand même que de se sentir à l'aise avec les textes. Hein. Aujourd'hui, Hein? Aujourd'hui, Oui. tu as dit Isu, c'est Iru normalement. Ah ben aujourd'hui c'est un mot qui se prononce il y a Isi, Ini, Idi, Irio, Isho et encore d'autres que je n'ai pas dit. Hein. C'est sûr, on peut changer la forme des mots. Alors ça c'est un poème que j'aime bien parce que c'est Jan-Pierre Piriou qui a fait un livre de poèmes qui s'appelle Kechteltrer, les châteaux de sable, en 2001. Et il y a un poème que j'aime bien, il a utilisé des mots d'une seule syllabe. Et en breton, il y a un accent tonique, et quand on a un mot d'une seule syllabe, forcément l'accent tonique il tombe dessus, donc on peut faire des choses assez accentuées comme ça. Alors, la traduction de ça, c'est Darn so difficile. Certains, ou bien partie, ça dépend. Darn, ça existe en français, une darne de saumon. Ça arrive. Hein. Donc darn, ça veut dire certains aussi en parlant des gens. Donc certains ne bougent pas, certains changent, certains piquent ou excitent, et certains, c'est pareil, flemme c'est aussi piquer, ça peut être un insecte. Darn, certains se taisent,
Darne Glem, certains se plaignent. Darne Zichtag, certains se détachent ou détachent. D'autres attachent. Certains défendent. Darne Dag, certains étranglent. Darne Yön, certains jeûnent. Certains jeûnent, c'est vrai, ils ne mangent plus. Hein, Darne Vag, certains nourrissent. Et quand on le dit, on peut appuyer, ça, moi j'aime bien la musique en poème, sans chanter, mais juste en le disant. Darne diffim, darne gem, darne vruta, darne flem, darne dawa, darne glem, darne zichtag, darne stag, darne zifen, darne dag, darne yana, darne vag. Vous voyez, on arrive toujours à faire un accent tonique sur les mots. C'est un truc que je trouve assez marrant. C'est un truc de Ploug, évidemment. Voilà. Alors aujourd'hui, bah oui, aujourd'hui, hein, on n'est plus en 1945, on est aujourd'hui. Hein? Naïziu, qui dit Irio, Isho, enfin, alors on va changer de langue, hein. Je ne connais pas le chinois, pas encore. Ladies and gentlemen, learn how to drive in my driving school. Alors pourquoi je dis ça? Hein? Alors, regardez. Van. Ah, van. Hein? The future is burger. Ah, ça c'est van aussi. Hein? Toujours van. Toujours van. Nouvelle boutique. Alors ça c'est pas mal. Hein? Si est pas mal, 3 langues. Hein? Virgin, Brest et dîner, c'est un peu français, il manque d'accent sur. Vous voyez? Bon. Alors moi je préfère ça, c'est un croix. On peut encore faire des jeux de mots en français. Hein? Non? Vous savez qu'ils pêchaient le thon, à croix. Ou de thon collant. Enfin bon. Alors, le bouquin dont je parlais tout à l'heure, c'est un livre qui vient de sortir, qui est intéressant, qui reprend tout le processus d'annexion entre 1487 et 1532. Et ça se lit un peu comme un roman, c'est un scénario de film. S'il y a des gens qui sont dans le cinéma, ça pourrait être presque un scénario de film, tellement c'est raconté dans les détails avec des répétitions qui font que... vous savez, la répétition est l'art de la pédagogie. Hein, donc ça permet de se rappeler un peu les personnages. Il y en a quand même pas mal dans cette histoire-là. Voilà. Donc, Trugaredor, merci. Hein. Kenavo, alors j'explique en même temps ce que veut dire Kenavo. Normalement, à l'origine, c'est Ken-ma-vo. Alors le ma, c'est devenu ne, hein, Kenavo. Jusqu'à ce que ce soit. Kenavo. Quand on dit Kenavo, c'est jusqu'à ce que ce soit. Kenavo, Bendériol, Kenavo, tu chantes, etc. Mais on s'arrête à Kenavo. Hein. Donc c'est jusqu'à. Jusqu'à quoi? À la prochaine. Hein. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur cette perte de la langue, mais c'est pas seulement 1945, il y a des racines beaucoup plus en avant qui ont été comme ça. Les Bretons, on leur a appris avec l'école, j'ai pas parlé aussi du symbole qu'on mettait, ma mère en parlait un peu dans son bouquin, là, à Kergonan, à Languidic, c'est un quartier de Languidic, quand un gamin parlait breton, on lui donnait une clé. Moi j'ai toujours cru que c'était une clé de porte. Eh ben non, c'était pas une clé de porte. On a trouvé des écrits de gamins de cette époque-là. C'était une clé de boîte à sardines. Vous savez, maintenant il n'y a plus, là, il y a un petit truc là, il n'y a plus besoin de clé pour avoir une boîte à sardines, mais à cette époque-là, il y avait une petite languette sur la boîte. On mettait là une petite barre de fer avec un petit œil, là on tournait, et ça ouvrait la boîte. En fait, ouvrir la boîte, là c'était plutôt pour la fermer, puisque celui qui avait parlé breton, il fallait qu'il ferme sa boîte. Et c'était des clés à sardines. Mais dans certains cas, c'était un sabot, hein, qu'on appelait, en général on disait la vache, le symbole. Et celui qui avait le truc, parce que ça marchait comme ça, si un gamin, si le maître entendait quelqu'un parler breton, parce que vous savez, vous tombez, quand vous connaissez une langue,
Vous avez beau apprendre une deuxième, si vous faites mal ou si on vous tape dessus, le premier cri qui vient spontanément, c'est le cri de la langue première. Vous avez beau faire les gens, les paysans, les Bretons qui allaient à Paris, par exemple, ils parlaient, comme on disait, ah, je ne suis plus le Breton. Ils arrivaient, ils marchaient sur un râteau, clac, ils recevaient le manche dans la figure, ils disaient quoi automatiquement, tu ne peux pas t'empêcher, tu n'as pas le temps de réfléchir. Donc, à l'école, c'est pareil, un gamin, tout à coup, il lâchait un mot breton. Et le maître pouvait lui donner le symbole, la clé ou quelque chose comme ça. Et ça pouvait être aussi des gamins qui se passaient le truc. Celui qui avait le symbole, il y en avait un par classe, il fallait qu'il le refile à quelqu'un. Parce que celui qui avait le symbole en fin de journée, il était puni. Alors il était puni, on parle, je ne parlerai plus, machin, ou bien je sais pas, il fallait faire d'autres choses, il ne parlait plus le breton, etc. Et souvent, quand ils arrivaient à la maison, c'était pas bien d'être resté puni en classe, au contraire, il fallait montrer qu'ils étaient bons. Ils recevaient souvent une douille encore. En arrivant à la maison, forcément, les gens qui ont eu ce régime-là à l'école, étant petits, rappelez-vous qu'ils étaient quand même petits, ils n'ont plus envie après de parler, ni de transmettre. Hein. Moi, je sais que quand j'ai eu envie de reparler le breton avec mes parents, vers 20-21 ans, ça a été la guerre. Ils ne voulaient pas. Et alors quand on a commencé à parler breton aux enfants, une fois j'ai cru qu'on avait gagné. Ils étaient grands, ils avaient, je sais pas, moi je veux dire, peut-être 9, c'est 2 ans. C'était Noël et on avait appris une chanson, je ne sais plus laquelle. J'étais avec ma guitare, on chantait dans la maison, à Lorient, chez mes parents. On chantait une chanson de Noël, sans doute, un truc comme ça. Et ils avaient pleuré. Ah, je me dis, ça y est, on a touché la fibre, là, ils se rappellent de leur enfance quand ils... Très très longtemps après, j'ai compris le truc. Ils n'ont pas pleuré parce qu'ils avaient retrouvé la fibre, si vous voulez. Ils ont pleuré parce que ils ont eu tellement de mal à se débarrasser du breton et que moi je remettais mes gamins là-dedans. C'est pour ça qu'ils ont pleuré. C'est fou, hein? Là, je l'ai compris vraiment tard. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc quand on dit catastrophe indolore, c'est une façon de parler, mais je crois que ça a été quand même douloureux pour plein de gens. Et même pour ceux qui regrettent de ne pas avoir parlé breton aujourd'hui, c'est aussi une douleur quelque part de se dire on a perdu quelque chose. On a forcément perdu quelque chose. Toutes les langues sont intéressantes.